Les gars, je comprends pas. Je comprends pas ce club. Je comprends pas cette équipe. Cette équipe, les gars, c'est un mystère. C'est un vrai mystère, les gars. Pourquoi on n'a pas joué comme ça contre Monaco, les gars? Pourquoi à chaque match de Liga du Barça, c'est un vrai festival? À chaque fois, c'est des matchs de fou, les gars. Là, on est sur 3 matchs, 3 masterclass. Contre Valladolid, contre Girone et maintenant contre Villarreal. Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible quand tu vois ces 3 matchs en Liga et qu'à côté de ça, tu vois le niveau vraiment décevant que tu as proposé contre Monaco. J'ai du mal à comprendre. Et en plus de ça, contre Villarreal, tu t'es même permis de faire un petit peu tourner. T'as fait sortir Cubarsí du 11 de base. T'as fait sortir un joueur comme Casado qui était important dans cette équipe du Barça. Et malgré ça, on a tous vu ce match, les gars. Malgré ça, on a tous vu à quel point le Barça a été exceptionnel encore une fois en Liga. Alors, bien sûr, c'est hyper positif et bien sûr qu'on est content par rapport à ça. Mais d'un autre côté, on se dit jusque quand il y aura ce blocage en Ligue des Champions? Jusque quand il y aura ce blocage qui, on va pas se mentir, les gars, c'est pas un blocage sportif. C'est pas un blocage sportif. C'est pas un problème au niveau d'un manque de qualité technique, tactique ou quoi que ce soit d'autre, les gars. C'est un problème mental. C'est un problème peut-être psychologique. Je sais pas c'est quoi le problème réellement, les gars. Mais c'est vraiment frustrant parce qu'on se dit, t'as beau faire tous les matchs de fou que tu peux faire en Liga, et juste derrière en Ligue des Champions, tu risques souvent d'être déçu. Et on peut pas dire que c'est une différence de niveau, encore une fois, entre le championnat, entre la Liga et entre la Ligue des Champions, les gars. J'aurais pu dire ça à la limite, si t'avais été bon en Liga, mais que quand t'avais joué en Ligue des Champions contre, je sais pas, une grosse équipe comme le Bayern ou contre Manchester City, là, j'aurais dit, ouais, peut-être c'est à cause de ça. Peut-être à cause d'un manque de niveau, mais là, on voit bien que c'est pas le cas. Je vous dis la vérité, quand on voit Girone, quand on voit Villarreal, en termes de niveau, en termes de qualité, t'as pas grand-chose à envier, ils ont pas grand-chose à envier à une équipe comme Monaco, par exemple. On a tous vu dans la confrontation entre Girone et le PSG, où cette équipe de Girone a vraiment tenu cette équipe du PSG en difficulté pendant quasiment tout le match. Mais bref, on va pas revenir sur ça, mais tout ça pour dire, les gars, c'est vraiment très frustrant de voir ça. Si à la limite, sur les matchs que tu gagnes en Liga, ça avait été que contre des équipes comme Valladolid, Leganés, bref, ce genre d'équipe, j'en dis voilà, peut-être que voilà, c'est juste que tu as du mal quand l'adversité elle monte un petit peu, et t'as plus facile quand tu joues contre des équipes de Liga de bas de tableau. Mais là, c'est même pas le cas. Les gars, quand on voit juste depuis le début de la saison ce que propose Villarreal, c'est exceptionnel. C'est une très belle équipe, cette équipe de Villarreal, et c'est pour ça même que j'avais peur par rapport à ce match. Et au final, malgré tout, parce que d'un côté, c'est vrai que c'est frustrant et on se dit, ouais, ce problème psychologique de la part de ces joueurs du Barça est un petit peu décevant et un petit peu frustrant. Mais d'un autre côté, bien sûr que moi, je suis hyper rassuré de voir que juste derrière, après cette désillusion en Ligue des Champions, tu as su te relever directement en Liga. Tu as su continuer sur ta lancée et ça, franchement, c'est hyper positif, les gars. Parce que bien sûr, ces inquiétudes, elles étaient présentes. Quand on a vu ce qui s'est passé en Liga, quand on a vu ce qui s'est passé contre Monaco, quand on a vu cette désillusion contre Monaco, quand on a vu ce scénario qui ressemblait beaucoup au scénario contre le PSG sur le match retour de la saison passée, on s'est dit voilà, tu vas sombrer sur le reste des matchs en Liga. On s'est dit c'est bon, voilà, on va revoir le Barça la saison passée. Et c'était pas le cas, les gars. Et vous savez, moi, le moment où je me suis rendu compte que voilà, ce Barça a franchi un cap par rapport à cette saison passée, c'est quand tu vois que tu mènes 2-1, que Villarreal est proche d'égaliser, et que malgré ça, t'as su aller mettre ce 3e but, t'as su mettre ce 4e but, et ce 5e but, et qu'au final, Villarreal, même s'ils étaient proches, je l'avoue totalement, il y a eu plusieurs situations très litigieuses, même si je pense que les buts refusés de Villarreal sont tous légitimes, mais dans tous les cas, bien sûr que Villarreal était proche, mais ils n'ont jamais su revenir. Et ça, c'est hyper important. Dans un match, la saison passée, dans le Barça de Xavi, cette équipe de Villarreal revient tous les jours, les gars. Tu perds ce match, tu sais même pas qu'ils reviennent. C'est carrément, ils renversent ce match et tu finis par le perdre. On le sait très bien. Mais là, c'est là où on voit cette différence. Et encore une fois, si Villarreal a pu se permettre d'espérer revenir, c'est grâce à une seule chose, les gars. Faut le dire. La seule chose qui a permis justement à Villarreal d'espérer revenir au score et raccrocher au score, ben c'est le fait que sur le terrain, tu avais une défense qui était un petit peu remaniée. Et Cubarsí, et surtout l'absence de Cubarsí dans ce 11 et dans cette défense centrale, a posé beaucoup de problèmes, a donné beaucoup de mal à cette équipe du Barça. Mais une fois que Cubarsí est rentré dans ce 11 et est revenu dans ce 11, c'était totalement différent. Pareil pour Casado, sur l'entrée de Casado, c'était totalement différent. Tu as eu beaucoup plus de maîtrise au milieu de terrain. Et là, c'est exceptionnel. Franchement, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, les gars.
Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Et c'est franchement hyper positif. Parce que je vous dis encore une fois, Villarreal, c'est loin d'être des peintres. Après, bon, il y a des choses qui sont... Il y a eu des choses un petit peu moins positives. Il y a eu des choses un petit peu moins souriantes. Et on est obligé de parler de la blessure de Ter Stegen. Alors les gars, bien sûr que j'ai parlé de Ter Stegen. Bien sûr que je l'ai insulté. Et je l'assume totalement, les gars. Je vous dis la vérité. Mais c'est pas pour autant qu'on souhaitait une blessure de sa part. Autant je pouvais espérer qu'il sorte du 11. Je pouvais espérer qu'il aille goûter un petit peu au banc, par exemple. Mais pas de cette manière-là, je vous dis la vérité, pas de cette manière-là. J'aurais bien aimé, voilà, qu'il soit un petit peu titillé au niveau de la concurrence. Qu'il soit, de temps en temps, un petit peu sur le banc, pour que ça puisse le pousser à être compétitif. Mais de là avoir une blessure aussi lourde, et je vous dis la vérité, les gars, en tant que kiné sportif, je peux vous dire que cette blessure, elle sent pas bon. Je pense que ça, on l'a tous vu. On n'a pas besoin d'avoir un master en kinésithérapie pour le savoir, ou je sais pas, un doctorat pour savoir ça. Mais moi, je pense que vraiment, ça peut, je vous dis, dans 99,9%, on pourrait être sur une blessure du ligament croisé, les gars. Sur une rupture du ligament croisé, je pourrais même vous dire le ligament croisé postérieur associé à une lésion meniscale et une lésion des ligaments latéraux. Mais dans tous les cas, les gars, la saison de Ter Stegen est sûrement finie, je vous dis la vérité. Et ça, franchement, dans tous les cas, ça reste dommage. Bien sûr que ça reste très dommage. Et je m'en réjouis pas du tout. Absolument pas, les gars. Donc, après, bien sûr que c'est pas pour autant que je vais vous dire « Ah non, je m'excuse par rapport à ce que j'ai pu dire. » Non, bien sûr que par rapport aux insultes qu'il a pris par rapport à son mauvais match contre Monaco, c'est légitime. Après, bien sûr qu'on lui souhaite quand même un prompt rétablissement. Mais bon, en dehors de ça, les gars, il y a un joueur sur lequel j'ai envie de parler, les gars. Il y a un joueur sur lequel j'ai envie de parler. Avant de parler de Yamal, avant de parler de 3 joueurs comme ça, il y a un joueur sur lequel j'ai envie de revenir. C'est Lewandowski. Lewandowski d'un côté. J'ai envie vraiment de l'encenser aujourd'hui. J'ai envie de l'applaudir, de le féliciter par rapport à son match. Mais d'un autre côté, j'ai envie de l'insulter, les gars. Et vous savez pourquoi? Parce que bien sûr, il te met un doublé. Bien sûr, sur les 2 premières occasions qu'il a dans ce match, il arrive à marquer. Ça, c'est super positif. Mais d'un autre côté, déjà premièrement, on se pose la question, à l'image de cette équipe du Barça, on se pose la question pourquoi en Ligue des Champions il fait pas la même chose. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, les gars, Lewandowski sur les pénaltys, ça commence à poser des questions, les gars. Lewandowski sur les pénaltys, franchement, je commence à devenir très sceptique. Moi, personnellement, les gars, je commence à me poser une question par rapport à un Rafinha, par exemple. Est-ce qu'il pourrait pas reprendre le flambeau, reprendre les pénaltys, tout simplement, les gars, parce que Lewandowski, c'est pas la première fois. On se rappelle déjà, même dans des classicos, il a raté des pénaltys, même dans des gros matchs, il a raté des pénaltys. Et franchement, j'ai pas envie, à chaque fois qu'on a un pénalty, qu'on ne soit pas serein comme ça, les gars. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a moyen de changer de tireur de pénalty, s'il y a moyen de faire passer le flambeau à un Rafinha, parce que Rafinha mériterait tellement. Il mériterait tellement. Moi, les gars, Rafinha aujourd'hui, j'ai toujours aimé ce joueur, même si pendant une grande période, sur la saison passée comme à l'ensemble de cette équipe-là, j'ai été un petit peu déçu, j'ai été un petit peu frustré par rapport à cette équipe-là, et en particulier par rapport à un Rafinha. Mais les gars, Rafinha aujourd'hui, les gars, moi il est rentré dans mon cœur, les gars. Je vous dis, Rafinha aujourd'hui, sur son match, dans son implication, comme d'habitude, ça change pas, ça m'a changé ça, j'en ai pu enlever. Mais dans son implication, dans son sens collectif, même quand tu vois le mec, il va tirer, il va rater, il va directement s'excuser par rapport à Lewandowski, il va dire ouais, il va même s'excuser plusieurs fois par rapport au fait qu'il aurait pu le servir juste derrière. Il va tenter, juste derrière, il va se dire j'ai tenté un petit peu trop, voilà, je vais essayer de servir un Yamal juste derrière. Essayer de marquer, mais aussi essayer de faire marquer. Je vous dis, mentalité de capitaine, les gars. Mentalité de capitaine jusqu'à la fin. Il y a ça, il y a par exemple, voilà, le fait que c'est le premier à réagir, par exemple, quand Yamal il se fait un petit peu titiller, il se fait un petit peu chahuter au niveau des chevilles par les défenseurs adverses. Rafinha, c'est le premier à venir défendre Yamal. Non, franchement, les gars, les signaux positifs que renvoie Rafinha sur le terrain, franchement, ça fait super plaisir à voir. Le fait que justement, et je vous parlais du penalty qui pour moi, il aurait pu vraiment être légitime à tirer ces penaltys-là, peut-être même plus qu'un Yamal, mais à aucun moment il a revendiqué quoi que ce soit. On a vu au moment du penalty, jamais de la vie, Rafinha s'est approché de ce ballon pour tirer ce penalty, les gars. Au contraire. Et les gars, comme on dirait, je crois que c'est dans Game of Thrones que j'avais vu ça, les gars, mais c'est une phrase qui me revient. Là maintenant, ça me revient comme ça. Mais dans Game of Thrones, ils disent que celui qui veut pas la couronne, c'est peut-être celui
qui est le plus fait pour être un roi? Eh bien les gars, celui qui veut pas les pénaltys et celui qui n'a pas l'ego pour vouloir imposer cette volonté de vouloir tirer les pénaltys, c'est peut-être celui qui est le plus fait pour tirer ces pénaltys. Bon, j'exagère et j'extrapole un petit peu, cette phrase elle m'est venue comme ça, mais au final, par rapport à cette humilité, par rapport à ce dévouement collectif que peut montrer Rafinha, on se pose des questions par rapport au fait que je pense qu'il pourrait mériter, et on sait qu'il peut les tirer, il peut très bien les tirer même. Donc franchement, pour moi, je pense qu'il pourrait être légitime par rapport à ça. Et au-delà de ça, les gars, en parlant de penalty, on est obligé de faire une petite analogie. Je vous dis la vérité, on est obligé de faire une petite analogie. Quand tu vois que, justement, t'as le droit, tu peux te permettre de rater un penalty. Tu peux te permettre de rater un penalty, mais de faire un grand match, de gagner 5-1. Contrairement à l'équipe du Real, qui a besoin absolument de 2 penaltys pour gagner contre la Real Sociedad, il y a une semaine d'ici par exemple. Quand on voit, et là je suis obligé de parler de Yamal les gars, bien sûr qu'on va en parler, les gars. Quand on voit Yamal, je vous dis la vérité, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué dans ce match, malgré ça, je vous dis la vérité les gars, moi je suis obligé de faire cette analogie encore une fois, cette comparaison. Pour moi, Yamal dans ce match, même sans marquer, il te fait un meilleur match que tous les matchs d'Mbappé depuis le début de la saison avec le Real les gars. Vous pouvez me sortir tous les matchs d'Mbappé depuis le début de la saison avec cette équipe du Real Madrid. Jamais de la vie, Mbappé te fait un match au niveau de ce qu'a fait Yamal aujourd'hui, les gars. Vraiment. Même dans le match contre le Betis où Mbappé te met un doublé, même là, je vous dis la vérité, il ne te fait pas un match comme Yamal a fait aujourd'hui contre Villarreal sans avoir marqué. Non, les gars, le match de Yamal, les gars, c'est trop. Les gars, le match de Yamal, c'est trop. Ce joueur, c'est une dinguerie. Ce joueur, chaque jour... En fait, Yamal, c'est... Comment ça s'appelle? C'est un calendrier de l'Avent, les gars. C'est un calendrier de l'Avent. Tous les jours, tu découvres une nouvelle surprise avec Yamal, les gars. Ce joueur, c'est trop. Ce joueur, c'est une dinguerie, les gars. Tous les jours, tu découvres une nouvelle qualité. Le mec, il est capable de tirer, ça on le sait depuis longtemps. On voit qu'il est capable de faire des différences en 1 contre 1, de faire des différences dans des petits espaces, dans ses centres. On voit à quel point il est monstrueux. Bref, chaque match, on voit des choses exceptionnelles. Et là, on découvre quoi? Le mec est capable de te faire des passes à la Modric, extérieur du pied. Non, c'est trop. Vraiment, c'est trop, les gars. C'est exceptionnel. Je sais pas si on se rend compte de ça, les gars. C'est une dinguerie. De match en match. C'est incroyable. Franchement, Yamal, les gars, c'est incroyable. Et c'est là où je vous dis, quand on voit ça, la passe magique, stratosphérique, et les différences individuelles, balle au pied qu'il a pu faire, la frappe qui a fini sur le poteau, qui, pour le même prix, aurait pu finir au fond. Je vous dis, les gars, sortez-moi un match où Mbappé, par exemple, te fait ne serait-ce que la moitié depuis le début de la saison, les gars. Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas, les gars. Je suis obligé de comparer, les gars. Vous allez me dire, ouais, tu reviens à chaque fois avec Mbappé. Les gars, je compare parce que Mbappé, aujourd'hui, c'est la référence. Pour le monde francophone, aujourd'hui, Mbappé, c'est la référence numéro 1, le soi-disant meilleur joueur du monde, le futur ballon d'or et tout ça. Mais je vous dis encore une fois, Yamal n'a rien à envier. N'a rien à lui envier. Pour moi, je vous le dis, les gars. Ce joueur est dans les meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, à part un joueur comme Haaland, peut-être 2-3 joueurs comme ça, t'as aucun joueur, pour moi, au-dessus de Yamal, actuellement, les gars. Et je vous dis la vérité. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça actuellement, si encore vous êtes sceptique par rapport à ça aujourd'hui, un jour ou l'autre, vous allez finir par le comprendre, les gars. Vous allez finir par le comprendre. Et au-delà de toutes ces performances collectives, ces performances individuelles par rapport à tous ces joueurs-là qui ont vraiment impressionné, par rapport à Yamal, par rapport à Rafinha, moi, je suis obligé de parler d'un joueur comme Pablo Torre, par exemple. Moi, je suis désolé, les gars. Mais je sais pas ce qu'ils font à la Masia pour à chaque fois te sortir des milieux de terrain de qualité, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est exceptionnel. Entre Pedri, Gavi, Fermin Lopez, et on peut encore en citer plein d'autres. Et là, maintenant, même Pablo Torre, les gars, regardez le but qu'il te met, la passe qu'il te met à Lewandowski, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On peut dormir tranquille avec cette Masia, les gars. On peut dormir tranquille aujourd'hui. Quand on voit à chaque fois ces joueurs qui sortent de la Masia, ces milieux de terrain, en particulier au milieu de terrain, non, les gars, on est serein. On est vraiment serein, c'est trop, les gars. T'as beau avoir Gavi qui est blessé, Fermin Lopez qui est blessé, Olmo qui est blessé, à chaque fois, tu sais que tu auras un nouveau milieu de terrain qui va sortir du chapeau. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est une dinguerie, les gars. Enfin bref.
Victoire très positive, match très positif. Franchement, j'attendais ce match, comme je vous disais, après ce match contre Monaco, pour moi, ce match contre Villarreal, ça allait être un test. Et c'est un test qui a été pour le coup réussi. Et on attend justement ce prochain test contre Retafe. J'attends ça avec impatience. Les prochains matchs de Liga, j'attends avec impatience avant de voir les prochains matchs en Ligue des Champions. En tout cas, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le Barça. À très bientôt et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.